Savez-vous que dans un mètre cube d'air, il y a jusqu'à 11 millions de bactéries? Est-ce que vous savez, dans chaque mètre carré de notre peau, on compte en moyenne 10 millions de bactéries? C'est dire combien de fois nous sommes continuellement bombardés par ces micro-organismes, au premier rang desquels nous citons les bactéries et les virus. Il existe aussi des champignons, les poisons, les allergènes, bref, on ne va pas citer tout ça. Pour cela, le corps humain dispose de 4 lignes de défense contre ces agresseurs. Bonjour et bonne année 2024, chers internautes. Je suis le docteur Clément Ikapi, animateur de l'émission Merci Docteur sur TLR TV R7. Merci pour votre fidélité. Le premier sujet que nous vous proposons cette année, c'est l'immunité et le système immunitaire. Sujet assez complexe, c'est vrai, mais sujet très intéressant en même temps. Qu'est-ce que l'immunité? L'immunité est définie comme la capacité de l'organisme à se défendre contre tout type d'agression. Elle peut être infectieuse, c'est-à-dire due aux bactéries, aux virus, aux mycoses, aux parasites. Elle peut être biologique, due à un poison ou chimique. Elle peut être allergique. Enfin, elle peut être traumatique, comme une plaie ou tout autre type de choc qu'on peut avoir dans la vie. Enfin, cette agression peut être due à une modification de nos propres cellules qui se révoltent contre notre organisme. En gros, l'immunité sert à préserver, sécuriser, défendre et réparer tout ce qui a été gâté, de façon à protéger le soi. Le soi, c'est tout ce qui nous appartient et le non-soi, c'est ce qui ne nous appartient pas, que l'organisme considère comme un étranger, à raison ou à tort, hein, d'ailleurs. Le non-soi peut aussi être les cellules d'un autre être humain qui rentrent dans notre organisme, comme dans les greffes, par exemple. L'organisme considère comme agresseurs aussi nos propres cellules qui échappent à notre contrôle, comme dans le cancer. Car le cancer, c'est dû à une reproduction anarchique de nos propres cellules qui échappent au contrôle de l'organisme et l'organisme considère comme étranger. Confronté à l'une ou l'autre de ces situations que j'ai citées, je ne sais pas s'il faut le citer, hein, infection, allergie, traumatisme, il se déclenche une sorte d'alerte qui mobilise euh, tous les types de cellules impliquées dans la lutte, exactement comme le ferait une armée devant une agression ou un envahissement territorial. C'est quoi le système immunitaire? Le système immunitaire, c'est l'ensemble des tissus, organes et cellules qui sont capables de détecter les agresseurs et de tenter de les éliminer afin de les détruire pour préserver, je l'ai dit, notre soi. Les organes immunitaires ou organes lymphoïdes sont classés en plusieurs types. Il y a des organes primaires, la moelle osseuse et le thymus, et les organes lymphoïdes secondaires, la rate, le ganglion lymphatique, les amygdales, l'appendice, et dans une moindre mesure, l'intestin aussi. L'intestin est considéré aussi comme un organe lymphoïde.
Revenons sur les organes lymphoïdes primaires. Nous parlons de la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est lui qui fabrique toutes les cellules de l'immunité, tous les globules blancs. Après la production des globules blancs, il retient une partie qui font leur maturation à l'intérieur de la moelle et le reste est envoyé vers le deuxième organe lymphatique primaire qui est le thymus. Cet organe peu connu qui se situe juste là derrière le sternum. Les globules blancs s'y accumulent. Il reçoit les globules blancs venant de la moelle osseuse et à ce niveau, ils se multiplient, deviennent matures et se différencient, acquièrent donc certaines capacités euh, pour reconnaître les antigènes étrangers, qui sont des potentiels agresseurs pour eux. Au niveau du thymus, les globules blancs qui se différencient à l'intérieur s'appellent des lymphocytes T pour thymus. Ils vont jouer un grand rôle, vous allez le voir, dans l'immunité dite acquise. Revenons sur la moelle osseuse. C'est l'immune de fabrique de toutes les moelles, toutes les cellules de l'organisme, des globules blancs de l'organisme, disons. Les globules rouges, qui sont aussi issus de la même moelle épinière, de la même moelle osseuse, pardon, ont un autre rôle, c'est l'apport du sang dans l'organisme, on en parlera. Par contre, les leucocytes, eux, ce sont des soldats de l'organisme. J'ai dit, une partie reste sur place pour se maturer et se différencie en lymphocyte T ou en lymphocyte B. Au niveau de B au niveau de l'os, ça vient de bone. Certaines de ces globules blancs vont donc circuler librement dans la circulation générale pour faire comme une surveillance du territoire, histoire de rencontrer éventuellement un élément suspect. Pour la bonne compréhension de ce qui vient d'être dit, résumons ceci. Nous avons défini l'immunité comme la capacité d'organisme à lutter contre les agressions extérieures et réparer ce qui avait été détruit par les agents pathogènes, le tout pour préserver l'intégrité de notre organisme, de notre soi. Le système immunitaire, nous avons dit, ensemble des organes lymphoïdes qui jouent le rôle de défenseur de l'organisme. Donc l'armée et la police éventuellement. Pour faire une allusion avec l'armée, la moelle et le thymus, la moelle qui est l'usine qui fabrique les cellules immunitaires, qui sont les globules blancs, le thymus et la moelle osseuse sont considérés comme les deux organes dans lesquels ces mêmes cellules atteignent leur maturation. Et une fois qu'ils se maturent et qu'ils se différencient, ils vont porter plein de noms que vous n'allez pas retenir, hein. Macrophage, macrocyte, cellules dendritiques, polynucléaires, basophiles, lymphocytes. Vous allez voir ça souvent dans les résultats d'une numération sanguine. Ce n'est pas la peine de retenir. Sachez que ce sont tous des globules blancs. Après cette maturation, ces cellules se disséminent dans des organes immunitaires secondaires.
ou organes lymphoïdes, qui sont l'arête, les amygdales, les ganglions, le tube digestif et même la peau, en entendant les ordres de mobilisation en cas d'agression. Certains globules blancs, comme les macrophages et les cellules les polynucléaires, qui circulent librement dans le sang et font leur maraude. Une fois qu'ils rencontrent un ennemi, ils font l'alerte. S'il n'y a pas d'ennemi, ils continuent leur vigilance comme d'habitude. Le problème, c'est ne pas traverser la frontière sans visa. Voilà à peu près pour la première partie. Maintenant, pour faire l'analogie avec l'armée et de façon triviale, je dirais ceci. Le système immunitaire, c'est l'équivalent du ministère de la Défense et de la Sécurité réunis, avec toute leur administration comme on connaît. L'état-major, les écoles de formation, les différents corps d'armée, à savoir l'infanterie, l'aviation, la marine, les renseignements, les blindés. Presque les militaires vont connaître mieux que moi, avec leurs généraux qui sont représentés par les lymphocytes T4. Les soldats de base, les fantassins, c'est donc les globules blancs qui circulent librement dans le sang. J'ai insisté là-dessus. Et certains sont postés à des lieux dits stratégiques. Le thymus, lui, est considéré comme l'état-major général et aussi une école de formation. Les différents ganglions qui sont sous le cou, au niveau des aisselles, au niveau de l'aine, qui communiquent entre eux par une certaine circulation lymphatique, c'est l'équivalent des zones militaires départementales ou régionales, ou alors l'équivalent de différentes casernes. Toujours pour faire allusion, quand je parle de maturation et de différenciation, c'est comme une sorte de formation, puisque ces globules blancs acquièrent certaines aptitudes du combat que les autres n'ont pas. C'est exactement comme certains militaires qui font dans une formation, certains sont des paras, des marins, ainsi de suite. Ces globules différenciés qui portent plein d'autres noms que j'ai cités plus haut vont eux donc attendre, être planqués en attendant que les globules blancs circulants leur fassent appel à la rescousse et viennent pour mettre de l'ordre, pour mettre à profit la formation qu'ils ont eue, soit dans le thymus, soit dans la moelle osseuse au cours de leur différenciation. Comment ça se passe en pratique? Dans la nature, tout être vivant, pour les raisons de sa propre survie, s'attaque à d'autres êtres vivants. C'est ainsi que chacun use des moyens naturels ou acquis, sophistiqués, pour se défendre contre ses potentiels agresseurs. C'est exactement pareil au niveau microcellulaire. Tenez, savez-vous qu'au cours d'une journée, l'être humain est confronté à plusieurs agressions? Savez-vous que dans un mètre cube d'air, il y a jusqu'à 11 millions de bactéries? Est-ce que vous savez, dans chaque mètre carré de notre peau, on compte en moyenne 10 millions de bactéries? C'est dire combien de fois nous sommes continuellement bombardés par ces micro-organismes, au premier rang desquels nous citons les bactéries et les virus. Il existe aussi des champignons, les poisons, les allergènes, bref, on ne va pas citer tout ça. Pour cela, le corps humain dispose de 4 lignes de défense contre ces agresseurs. La première ligne, c'est la peau et les muqueuses. La deuxième ligne, c'est la réaction inflammatoire. La troisième ligne, c'est les défenses immunitaires innées ou non spécifiques. Et enfin, les défenses immunitaires acquises ou spécifiques. Notez que les 4 lignes de défense ne participent pas
les unes après les autres dans l'ordre que je viens de citer. Ce n'est qu'après avoir vaincu la barrière cutanée que la présence de la bactérie est détectée et déclenche une réaction inflammatoire qui, quand elle est suffisante, anéantit l'adversaire et arrête la réaction. Mais quand la réaction inflammatoire ne suffit pas, les deux autres lignes de défense, à savoir innée ou acquise, rentrent en jeu simultanément en même temps. Voyons à présent comment ça se passe au niveau de chaque ligne de défense. Commençons donc par la peau. Le corps humain est protégé par une barrière dite cutanée qu'on appelle la peau. C'est le plus grand organe de notre corps. Elle pèse environ 3 à 5 kilos et protège plus de 95% de notre corps. Cependant, la peau n'est pas étanche car il existe à certains niveaux des orifices naturels qui sont autant de portes d'entrée pour les bactéries. Et puis la peau elle-même peut être lésée par soit une coupure ou s'infecter, effectivement. À propos des orifices naturels, nous avons de haut en bas les yeux, on en a deux, c'est des portes d'entrée. Les oreilles, on en a aussi deux, ce sont là autant de portes d'entrée. Nous avons les narines, la bouche, l'urètre, l'anus et pour les hommes, et pour les femmes plutôt, excusez-moi, le vagin. En gros, l'homme a 9 portes d'entrée potentielles et la femme en a 10 d'orifices naturels par lesquels les agents pathogènes peuvent rentrer éventuellement. Fort heureusement qu'au niveau de ces orifices permanents, il y a ce qu'on appelle des muqueuses qui tapissent ces orifices et constituent une barrière contre les agents pathogènes. Prenons un exemple. Au niveau des yeux, il y a des larmes qui peuvent couler soit par l'extérieur ou passer par l'intérieur des petits canaux lacrymaux, remontent au niveau du carrefour aéropharyngé, puis avalés par l'estomac et détruits par l'acidité. Au niveau des oreilles, nous avons la cire à l'intérieur de l'oreille, le cérumen, et retient en partie les bactéries. Au niveau du nez, nous avons des poils avec un genre de colle qui retient les poussières pour les bactéries et tout autre. De la trachée qui battent pour renvoyer les microbes vers l'extérieur et être avalés dans l'estomac. Il y a aussi ce qu'on appelle le réflexe de toux ou d'éternuement qui peut rejeter l'agent pathogène vers l'extérieur. L'urètre et le vagin, c'est pareil. Nous avons l'acidité de l'environnement qui élimine la plupart des agents pathogènes qui passent par là. Cependant, malgré tous ces dispositifs, ce n'est toujours pas suffisant. Le parasite a aussi ses astuces. Il peut donc toujours passer. C'est en ce moment-là que se déclenche le deuxième système de défense, qui est la réaction inflammatoire, avec sa triade rougeur, chaleur, douleur. Imaginons qu'on ait une écharde ou une infection sur une peau ou un corps étranger, bref. Puis on s'infecte. La première réaction, c'est que les cellules du voisinage vont sécréter une substance qu'on appelle l'histamine pour alerter la présence d'un intrus ou d'un envahisseur. Les globules blancs, les fantassins qui faisaient les rondes dans le sang librement, se rapprochent très rapidement de la zone en très grand nombre pour venir attaquer l'envahisseur. Ces globules blancs qui arrivent, je l'ai dit, en très grand nombre pour créer le surnombre. Et comme l'histamine a la possibilité de dilater les pores des vaisseaux pour apporter la chaleur, pour ralentir la production bactérienne.
Alors, la chaleur ne tue pas les bactéries, mais ralentit la reproduction bactérienne. Comme les pores des vaisseaux sanguins sont dilatés à ce niveau, les globules blancs qui s'y étaient agglutinés vont donc passer à travers ces pores, sortir des vaisseaux et se retrouver au niveau de la zone d'infection afin d'attaquer les bactéries envahisseuses. Pour la plupart de ces globules blancs sont des phagocytes qui vont donc tuer les envahisseurs, les digérer et les détruire. Cet apport massif et brutal de sang, de la lymphe et des globules blancs est responsable du gonflement, des rougeurs et de la chaleur au niveau local, au niveau de l'infection. Le pus qui en découle représente donc les globules blancs morts au combat et les bactéries qui ont été tuées. Si on estime au cours de ce combat que tous les agresseurs sont vaincus, l'ordre est donné, le combat s'arrête. C'est ce qui se passe dans la plupart des cas. L'homme sort toujours vainqueur. Sinon, eh bien, on passe aux deux autres lignes de défense des militaires, à savoir les défenses innées et la défense acquise. Je vous l'ai dit que les deux se déclenchent en même temps. Je vous ai dit que la chaleur ralentit la prolifération des agents pathogènes, donc la fièvre est une des conditions qui ralentit cette production. Passons maintenant à la défense non spécifique. Dans cette défense non spécifique ou innée, participent les lymphocytes T, qui sont des globules blancs, et les phagocytes. Ce sont ces deux types de globules qui jouent un rôle dans la défense non spécifique. Les lymphocytes T, qu'on appelle cytotoxiques, eux aussi font des patrouilles. Ils sont développés dans la situation pour faire donc la patrouille. Leur spécialité, attaquer les virus ou identifier les cellules cancéreuses et les détruire. C'est le rôle des lymphocytes T cytotoxiques. Ne retenez pas les noms, ce sont des globules blancs. Ils attaquent en rompant la membrane de la bactérie ou de la cellule envahisseuse, toujours dans la lutte contre, contre les infections. Il y a des phagocytes qui sont plusieurs sortes de globules blancs. On peut parler des cellules dendritiques, spécialisées dans la présentation de l'antigène. Il y a des macrophages, il y a des monocytes, il y a des granulocytes. Je vous répète, ne retenez pas. Retenons que ces macrophages et granulocytes sont les deux qui participent à ce niveau-là. Phagocytes, c'est la manière avec laquelle les cellules phagocytaires tuent leurs bactéries en allongeant leurs bras, donc le phagocyte, pour la préhension et emmener dans leur cytoplasme pour la digestion. Une fois l'agent pathogène digéré, il est renvoyé à l'extérieur, mort. Les macrophages, c'est la famille des globules blancs les plus efficaces. Ils ne sont que 5% dans l'organisme, mais ils sont très efficaces parce que gagnent presque toujours leur combat. Par contre, les autres sont très nombreux, peu efficaces. C'est ceux-là qui meurent souvent dans la bataille. C'est eux qui arrivent dans le champ de combat au niveau de la défense non spécifique. Ils inondent le secteur, ils attaquent, ils n'hésitent pas à attaquer l'agent pathogène et stimulent les autres cellules pour qu'ils viennent au secours de façon à ce qu'ils viennent leur donner main forte. Voilà. Aussi bien les lymphocytes, les macrophages que les granulocytes, ils attaquent toujours de la même façon.
Ils n'ont pas de mémoire immunitaire et ce type de défense immunitaire s'appelle défense innée parce qu'ils n'ont pas appris ça. Ils sont nés comme ça, comme un enfant qui arrive, il a le réflexe de succion, on ne l'a pas appris à sucer le sein. Donc, ils réagissent toujours de la même façon, ces cellules. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'organisme humain a parfois du mal à lutter contre les virus parce que les virus savent bien muter. Voyons maintenant la défense spécifique. Comment ça se passe? Mais avant de vous parler de la défense spécifique, je voulais définir c'est quoi un antigène et un anticorps. L'antigène, c'est la carte d'identité de tout agent cellulaire, y compris les cellules de notre propre organisme. À la surface de la membrane de chaque cellule, il y a une protéine qu'on appelle antigène. C'est cette structure qui est reconnue au niveau des cellules du thymus pour savoir si cette cellule fait partie du choix ou pas. Quand le système rencontre un antigène qu'il reconnaît, on le laisse passer. Dans le cas contraire, quand on rencontre un antigène inconnu, il y aura déclenchement d'une réaction qu'on appelle réaction antigène-anticorps. Les anticorps sont donc des anti-antigènes. Ils sont produits en présence d'antigènes étrangers pour aller tuer ce dit antigène, particulièrement lui. Ils patrouillent spécifiquement pour aller chercher l'antigène pour lequel l'anticorps a été formé. Donc, ils attaquent tout antigène étranger qui rentre dans notre organisme. Si l'anticorps est présent dans l'organisme, c'est qu'il y a eu un antigène qui est rentré. Une fois qu'il rencontre l'antigène, il stimule au niveau du thymus les autres antigènes pour aller au combat. La réaction immunitaire spécifique met en jeu des leucocytes qui ont des fonctions spécifiques. C'est une réaction qui est habituellement lente. Il faut un certain temps, 6 à 7 jours au moins. Comment ça se passe? Le macrophage devant le pathogène, il le capture. Le phagocyte le digère et le rejette à l'extérieur. Mais il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il est très intelligent. Il met à sa surface cet antigène de son agresseur. Il l'emmène vers le lymphocyte T qui est dans le ganglion. Il devient macrophage présentatrice d'antigène. Il vient le présenter à son chef. Son chef qui est des lymphocytes T qui, eux, sont regroupés dans les ganglions et qui savent reconnaître les antigènes étrangers. Le lymphocyte va donc reconnaître l'antigène comme étant un antigène étranger, va donner donc l'ordre pour stimuler les autres lymphocytes T et B qui vont se cloner, se multiplier rapidement par mitose, histoire de faire le nombre. Et ces lymphocytes T vont sortir du ganglion pour aller dans la circulation générale à la recherche de cet anticorps particulier et seulement cet anticorps. Une fois qu'il le rencontre, il se lie. Il se lie, s'unit à cette bactérie. C'est ce qu'on appelle le baiser de la mort pour former un complexe antigène-anticorps et tuer la bactérie. D'autre part, les lymphocytes B sont eux aussi stimulés par cette lymphocyte T auxiliaire qui est le général, hein, qui stimule tout le monde.
Il stimule d'autres types de lymphocytes aussi. La particularité des lymphocytes B, c'est qu'eux, ils fabriquent les anticorps qui circulent seuls, librement, sans cellules. Ces anticorps sont directement déversés dans la circulation, contrairement à ce qui s'est passé pour les lymphocytes B tout à l'heure, T tout à l'heure, pardon. Ces anticorps vont à la recherche, eux aussi, des antigènes pathogènes. Une fois qu'ils rencontrent l'intrus, ils se collent à l'antigène et le détruit comme la première fois. Et en ce moment, la cellule finit par mourir. Entre-temps, il y a un autre type de lymphocyte qu'on appelle le lymphocyte suppresseur. Il vient pour arrêter la bataille. C'est eux qui viennent nettoyer le corps et c'est eux qui disent que le combat est terminé. Parce que sinon, la multiplication des cellules va continuer à l'infini. Donc, une fois que la bataille est gagnée, ils viennent arrêter et éliminer tous les cadavres. Mais entre-temps, les lymphocytes T restants et les lymphocytes B restants vont garder en mémoire ce processus, ces antigènes, pour se rappeler à l'occasion d'une rencontre avec le même antigène pour réagir cette fois-ci très rapidement et de façon plus virulente pour éliminer l'agent pathogène. C'est sur ce mécanisme de l'immunité accuse qu'on a découvert la vaccination en injectant dans le corps humain sain des cellules soit mortes, soit atténuées des agents pathogènes. L'organisme réagit exactement comme s'il avait affaire à un agent pathogène normal et garde en mémoire cet antigène de cet agent pathogène qui, à l'occasion d'une prochaine rencontre, d'une prochaine infection, l'organisme saura réagir de façon plus efficace, plus virulente à, à cet agent pathogène. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur l'immunité et le système immunitaire. J'espère vous avoir fait plaisir. Il me reste qu'à vous remercier très sincèrement de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission et vous demande de liker, de publier et de partager, de poser aussi vos questions. On se retrouve donc à la prochaine émission. Mais entre-temps, comme je dis toujours, prenez soin de vous. Au revoir.